Si je te dis avoir le pédia, avoir le badjo ou encore avoir le pétrole, en bon ivoirien, tu as forcément décodé. Les amis, aujourd'hui, je vais tout dévoiler. Je vais casser les papeaux comme on dit. Et on va parler du jargon en vigueur dans le monde estudiantin et scolaire ivoirien des années 90. Vous le savez certainement, le parler ivoirien est très imagé, ce qui en fait sa beauté et sa richesse. Pour preuve, des mots dont la définition a été ivoirisée, des mots comme brouter, go, s'enjailler, boucantier, ont fait leur entrée dans le dictionnaire français. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les mots cachent des réalités historiques et sont presque toujours symptomatiques de réalités sociales de l'époque de leur création. Et cela vaut pour les mots constituant le jargon du monde estudiantin et scolaire ivoirien à cette époque. Aujourd'hui, on regarde comment s'organisaient les réseaux de tricherie en classe dans les années 90. Mais pas seulement. On va également montrer comment le jargon des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire est révélateur de leurs conditions de vie. On va aussi aborder la question du genre, la misère étudiante et bien d'autres. On va décoder des mots comme doyen, cabri-mort, le bracodibar, qui, à la cité de Bouaké par exemple, désignait le bâtiment des filles qui, je cite, ne sont pas belles. Parce qu'au début des années 90, dans une salle d'examen à Abidjan, à Bouaké, à Mans, tu pouvais entendre un élève dire qu'il attend son pétrole, qu'il s'est installé dans la rangée du Koweït, qu'il prépare sa défense en ligne, et au pire, qu'il finira avec un brevet d'accès au chômage, le bac. Toutes ces expressions pour une oreille extérieure, c'est du charabia. Mais pour eux, c'était une langue complète, précise, cohérente. Un exemple, quand je dis cartel, toi tu penses tout de suite à la drogue, mais les élèves et étudiants ivoiriens non. Dans le jargon, le cartel c'est un groupe d'élèves qui se répartissent les matières de l'examen, chaque élève du groupe étant spécialisé dans une discipline donnée. Et à la tête de chaque discipline, il y avait le pivot, c'est-à-dire le cerveau. Maintenant, imagine le pivot en maths ou en histoire géo, il tombe malade et il est absent le jour de la compo. C'est tout le cartel qui s'écroule. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Avant de poursuivre, merci de vous abonner, de liker et de partager. D'abord, il faut planter le décor parce que ce vocabulaire ne tombe pas du ciel. Il naît dans un moment politique. La preuve avant l'opinion, donc commençons par un mot. Entre eux, depuis 1990, les étudiants ivoiriens s'appellent parents. Et à titre informatif, ils ne l'emploient pas par simple affection. Le terme parents est apparu après les grèves de 1990 en Côte d'Ivoire pour signifier que leurs aînés, leurs familles, tout comme les responsables politiques, les avaient abandonnés. Devenir parent de soi-même, c'est constater qu'on n'a plus personne au-dessus de soi. En outre, c'est une marque de solidarité entre des compagnons d'infortune, entre des orphelins. Les parents avaient des statuts pédagogiques particuliers. D'abord, il y a le tome 2 qui s'est dit de l'étudiant qui redouble sa classe. Ensuite venait le cartouchard. On appelle cartouchard tout étudiant qui en est à sa dernière chance, qui reprend sa deuxième année. Il tire sa dernière cartouche en passant la session de composition de septembre. Dans le jargon étudiant, on dit aussi qu'il est en septembre noir. Le niveau au-delà du cartouchard, c'est le cabri-mort. Sa condition est pire. Le cabri-mort est un étudiant cartouchard qui a échoué en tirant sa dernière cartouche lors de septembre noir. Il n'a plus rien à perdre parce qu'il va être exclu. Il y avait aussi la taupe. La taupe, c'est le nulard, l'étudiant qui évolue en dessous du niveau de la classe. Enfin, dans les cités étudiantes, il y avait le doyen. Un doyen, c'est un ancien qui a trop duré dans la cité universitaire. Les doyens font parfois des enfants sur le campus. Et dois-je rappeler que 1990 en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une année neutre? Dois-je également rappeler que c'est l'année du multipartisme arraché, l'année des grandes grèves, de l'ajustement structurel qui étrangle les budgets publics? Et dans la même veine, 1990, c'est aussi à l'échelle du monde l'année de la guerre du Golfe. Retenez bien ça parce que ce qui suit immédiatement dans la vidéo en découle. On va voir maintenant comment les élèves et étudiants articulaient la tricherie autour du champ lexical du pétrole et de l'économie. Le cœur de ce langage codé, son image centrale, c'est le pétrole. Dans le vocabulaire étudiant, avoir le pétrole, ça veut dire avoir le sujet de l'examen avant l'épreuve. C'est la fuite. Et à partir de cette image unique, les élèves et étudiants vont construire toute une industrie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le pétrole brut, encore faut-il le raffiner. Et raffiner le pétrole, c'est faire traiter le sujet par un élève ou un étudiant qui est dans une classe plus avancée. Pour rappel, les cités universitaires à la veille des examens du secondaire devenaient des raffineries. Mais bien avant le pétrole, il faut un gisement. Et le gisement, c'est la provenance de la fuite.
Tous les lycées qui ont eu accès au gisement sont des puits de pétrole. Vous le constatez avec moi, il y a une géographie, une chaîne de production, une logistique entière du tricheur, calquée mot pour mot sur l'industrie pétrolière. Et dans les salles de classe, généralement, dans la rangée à l'opposé du bureau de l'enseignant, il y a le Koweït. Le Koweït, c'est le nom donné à la rangée des tricheurs. Les occupants de cette rangée s'appellent les Koweïtiens. Je te donne une explication limpide. Dans la vraie vie, le Koweït, c'est le pays où jaillit le pétrole, la richesse sans effort. Le tricheur, lui aussi, veut la réussite sans le travail. Vous voyez comment le parler ivoirien est imagé? Mais arrêtons-nous une seconde sur ce que ça signifie. Ces jeunes pensent leur salle d'examen avec les images de la guerre du Golfe qui se déroulent au même moment sur les écrans. Ces jeunes élèves et étudiants ne décrivent pas la triche comme une faute morale, ils la décrivent comme une économie de la rente. Le sujet volé, c'est du pétrole, une ressource qui enrichit celui qui la possède sans qu'il ait eu à la mériter. C'est donc une vision du monde entière glissée dans un seul mot. Bref, ils ont converti la géopolitique dans leur jargon. Maintenant, voyons comment la triche était considérée comme une entreprise et comme une guerre. Tout ce que je viens de dire ne s'arrête pas au pétrole. La triche dans cette langue s'organise comme une entreprise et se déploie comme une bataille. Côté entreprise, il y a le cartel. Le cartel, comme je le disais plus haut, chez les élèves et étudiants ivoiriens, c'est un groupe d'étudiants ou d'élèves qui se répartissent les disciplines de l'examen, chacun étant spécialisé dans une matière. À la tête de chaque discipline, ils vont mettre un pivot. Et le pivot, c'est celui qu'on peut considérer comme le cerveau. Maintenant, imagine que le pivot en mathématiques tombe malade et est absent le jour de la compo. C'est tout le cartel qui tombe. Quand un étudiant sort discrètement quelques fiches, le pédia, le badjo, comme vous voulez, on dit que ses supporters applaudissent. S'il en sort beaucoup, on dit que ce sont les membres associés. Et quand c'est carrément tout le cours, genre l'élève et étudiant sort le cahier entier, on appelle ça les actionnaires. Est-ce que vous entendez le vocabulaire? Cartel, pivot, associé, actionnaire. C'est le lexique du capitalisme et de la finance déposé sur une feuille de copie. Mais pas que, parce qu'ici il y a une forme de polysémie. Dans ce cas précis, membre associé peut se rapporter également aux supporters de l'Africa Sport et actionnaire évoque ceux de la SEC d'Abidjan, deux grands clubs de football en Côte d'Ivoire. Bon, pour la SEC c'est sûr, mais l'Africa, je ne sais pas si c'est un club. Redevenons sérieux. Côté guerre et diplomatie, le registre change, mais la logique reste. Les élèves et étudiants pouvaient rentrer en partenariat durant la compo. Et le partenariat, c'est échanger sa copie avec son voisin pour comparer les réponses. Quand ça dépasse 2 candidats, ça devient une défense en ligne. Défense en ligne, c'est un terme emprunté au football autant qu'à l'armée. Il y a aussi le travail en atelier qui consiste sur 2 rangées à comparer les réponses. Au plus haut niveau, mais ça c'est assez rare, il pouvait avoir le colloque, c'est-à-dire un consensus sur la réponse à l'échelle de l'amphithéâtre entier. Comprenez que c'est difficile à réaliser. Et le fond de l'amphi, là où se massent les bavards et les fauteurs de troubles, les élèves et étudiants l'appellent l'ONU. Je repense encore à l'amphi Léon Robert de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans ces pratiques de fraude et de tricherie, il y a même le mercénariat. Le mercénariat, c'est la pratique où un étudiant avancé, de licence par exemple, vient composer à la place d'un étudiant de première année. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, comprenez que ce que je viens de pointer, c'est la cohérence. Tous ces mots que je viens de citer ne sont pas un tas de blagues isolées, mais ils constituent un système lexical unifié où l'école est pensée à travers 3 grilles, l'industrie pétrolière, la finance et la géopolitique de la guerre. Pour ces jeunes, réussir un examen, c'est mener une opération économique et militaire. Mais je vous le disais plus haut, cette langue ne parle pas que de triche. Elle parle aussi crûment de la pauvreté des cités. Années 90, l'économie ivoirienne est au plus mal. Et parmi les étudiants, il y avait les One by Day. En anglais, cela désigne les étudiants si pauvres qu'ils ne mangent qu'une seule fois par jour. One by Day. On n'a plus trop d'argent pour se nourrir. Désormais, on va aux infectieuses. Aller aux infectieuses, c'est manger dans les petits maquis bon marché près de la cité avec ce que le nom suggère sur l'hygiène. Et puis dans ce lot de misère, il y a la surpopulation dite sans détour. On distingue notamment les Cambodgiens. Les Cambodgiens, ce sont des étudiants qui squattent la chambre d'un étudiant titulaire. Il y a aussi les Palestiniens. Ce sont ceux qui ont transformé les parties communes des cités en dortoirs. La surpopulation ne concerne pas que les cités, mais également les amphithéâtres. À ce sujet, la faculté de droit par exemple qui est surchargée, on la surnomme la Chine populaire. Là encore, la carte du monde en guerre et en surpopulation sert à dire une réalité locale. En gros, on est nombreux, on est mal logés, on est des réfugiés chez nous.
Et le mot le plus lourd, c'est KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, c'est le nom que les étudiants donnent à la cité de Yopougon depuis l'intervention des paracommandos de Guy Robert en 1991. Si vous ne l'avez pas vu, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la mort de l'étudiant Zébier que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Le KwaZulu-Natal, c'est la province sud-africaine ravagée par les violences de la fin de l'apartheid. En collant ce nom à leur cité, les étudiants disent une chose précise. Chez nous, c'est une zone de répression armée. Et ce mot-là n'est pas drôle mais constitue un acte d'accusation. Mais cette langue traduit également la question du genre et n'est pas très favorable aux femmes à certains égards. Il nous faut donc nous arrêter sur une zone de cette langue qui met mal à l'aise parce que la rigueur l'exige. Une partie de ce vocabulaire classe les filles. Il les classe durement. On distinguait notamment le bracodibar qui, à la cité de Bouaké, désignait le bâtiment des filles qui, je cite la formulation rapportée, n'ont pas le bras long ou ne sont peut-être pas belles. Le jatoba, à l'inverse, c'est le bâtiment des filles qui ont le bras long, celles que les visiteurs viennent voir en voiture depuis la ville. Et puis, il y a le sigle PME, partisane du moindre effort. Ce sigle vise les filles accusées de souffrir aux professeurs contre de bonnes notes ou de se faire entretenir par des hommes riches, les grottos. En face, le sponsor, c'est l'enseignant qui aide. Et la MST, c'est-à-dire moyenne sexuellement transmissible, joue sur le même soupçon. La note obtenue par le sexe. Les amis, je ne vais pas me contenter de réciter ces termes parce que les réciter sans rien en dire reviendrait à les valider. Ce que ce vocabulaire montre, c'est que le regard sur les étudiantes dans les cités des années 90 est saturé de suspicions sexuelles. La réussite d'une fille y est presque toujours soupçonnée d'être achetée ou monnayée. Et ça, c'est une grille profondément inégalitaire et elle fait partie, qu'on le veuille ou non, du portrait de cette époque. Assumons-le. Ce jargon dit le rapport de genre autant qu'il dit le rapport à l'école. C'est aussi pour ça que les mots sont une archive, qu'une source comme celle-ci est précieuse. Elle archive ce qu'on préférerait oublier. Or, vous connaissez mon slogan, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. Affrontons notre passé. Mais quel est le sens profond de tout ceci? Revenons maintenant donc à la thèse centrale, parce que tout converge vers elle. Dans cette langue, la note est un salaire. L'élève ne travaille pas pour apprendre, il travaille pour être payé. Et les interrogations apparaissent comme des obus, c'est-à-dire une agression qui vous tombe dessus. En période d'interrogation par exemple, on disait les obus tombent. Les moyennes sont des MST, quelque chose qui se transmet par des voies douteuses. Et le baccalauréat, le sommet du parcours, est considéré comme le brevet d'accès au chômage. Tenez-vous à ce dernier mot, parce qu'il est la clé de tout ce qui reste. Si le diplôme suprême n'ouvre que sur le chômage, alors à quoi bon jouer le jeu honnêtement? À quoi bon mériter? La triche, le pétrole, le cartel, tout ça devient donc logique dans un monde où l'effort n'est plus récompensé. Et là, je vous vois venir pour certains. Vous pensez que le cynisme de ce vocabulaire est une cause? Détrompez-vous, c'est une conséquence. Et c'est là que le jargon rejoint l'histoire avec un grand H. Le début des années 90 en Côte d'Ivoire, c'est la fin du miracle économique, l'ajustement structurel imposé, le gel des recrutements dans la fonction publique qui était la débouchée naturelle des diplômés. Et la promesse scolaire de l'indépendance, c'était « Travail, réussis, tu auras une place ». Et les étudiants qui sont en première ligne des grandes luttes scolaires de 1990 à 1994 le savent avant tout le monde. Et ils vont même inventer le zouglou. Alors voilà ce que nous laisse ce petit lexique en vogue il y a 30 ans. Et je le répète, c'est bien plus qu'une simple collection d'expressions drôles. Il y a une génération d'Ivoiriens qui a pensé sa salle de classe avec les images de la guerre du Golfe et de l'apartheid qui était sur son déclin, qui a décrit la triche comme une industrie pétrolière et comme une multinationale, qui s'est baptisée parent parce qu'elle se sentait abandonnée, qui a qualifié son diplôme, le bac, de brevet d'accès au chômage parce qu'elle a compris avant les discours officiels que l'ascenseur social était en panne. Ce langage, et Dieu sait seul combien d'autres mots j'ai omis, c'est un document. Il dit la débrouille, la misère des cités, la violence, la répression et le soupçon pesant sur les femmes. Quand une jeunesse invente une langue aussi noire pour parler de son école, je ne pense pas que c'est elle qu'il faut interroger en premier. Pour moi, c'est l'école et la société qui ont produit ce regard. En outre, les mots des parents de 1990 sont une archive. Et les archives, ça se conserve, ça s'étudie et ça nous oblige. En tant que vulgarisateur de la discipline historique, je pense avoir fait ma part et je laisse désormais ce terrain aux spécialistes en sciences humaines et sociales et aux universités de tout genre. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt. Côte d'Histoire.
Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook.